le secteur du spectacle vivant, de l'événementiel, de la culture est par essence gourmand en ressources puisque c'est un secteur de l'éphémère. Par exemple, que ce soit pour la construction des décors, des installations scéniques, l'utilisation de matériel technique divers, les costumes, etc. Et donc, forcément, tous ces éléments nécessitent des matériaux pour être produits, du bois, du métal, du plastique, du textile, etc. Et à leur tour, ces matériaux sont produits à partir de ressources naturelles dont on connaît bien tous les enjeux actuellement pour les conserver, que ce soit les problématiques liées à la déforestation, à la pollution, à la consommation d'énergie fossile pour extraire ces matières. Donc, à cet égard, l'économie circulaire apparaît comme finalement une bonne solution face à ces enjeux assez complexes et assez multiples. C'est de ça qu'on va discuter aujourd'hui. Et donc, l'économie circulaire, en fait, nous propose de repenser un peu finalement la façon dont on utilise ces ressources, la façon dont on les produit, et ensuite la façon finalement comment elles vivent une fois qu'on a fini de les utiliser. Ce qu'on va essayer de discuter aujourd'hui, c'est finalement comment passer de la théorie de ce concept d'économie circulaire à la pratique dans une organisation culturelle, dans une organisation dont le sujet est le spectacle vivant. Et on a pour ça avec nous 3 expertes du sujet, ou en tout cas qui ont beaucoup travaillé et qui travaillent actuellement beaucoup ce sujet dans leurs organisations respectives. Et avec elles, on va essayer de se poser des questions du type, finalement, par où on commence quand on veut mettre en place une démarche d'économie circulaire dans son organisation, sur quoi on peut s'appuyer, quelles sont les ressources qui sont disponibles, est-ce que ça coûte cher, est-ce que ça demande beaucoup de temps, d'argent, et comment gérer cette problématique, comment mobiliser ses équipes, ses collègues et aussi les acteurs de son réseau autour de cette problématique. Et donc, voilà ce qui va nous occuper. On va essayer de laisser le maximum de temps à la fin aussi pour prendre vos questions et comprendre un peu ce qui vous intéresse et profiter de cette discussion pour pouvoir y répondre. Donc, je vous présente très rapidement Caroline Géral, qui travaille aux Augures, et chacune va se présenter un peu plus. Caroline Louis, qui termine cette semaine son rôle à Paris 2024, et Laurie Ourier de l'Opéra de Lille. Du coup, ce qu'on peut peut-être commencer à faire pour poser les bases, c'est demander à Caroline Géral, du coup, de nous expliquer un petit peu, voilà, dans les très grandes lignes, qu'est-ce que l'économie circulaire et comment appréhender ce concept qui peut paraître un peu large et complexe. Alors, et te dire quelques mots de présentation de toi-même et de ton parcours, s'il te plaît. Bien sûr. Donc moi, je suis Caroline. Je suis coordinatrice de l'Augure Lab Scénographie avec 4R. Je reviendrai sur pourquoi 4R. Donc, je suis salariée à temps plein de l'association Les Augures. Et ça fait 2 ans. Et avant ça, j'ai travaillé pendant 8 ans au Centre chorégraphique national de Créteil en tant que responsable communication pour l'artiste chorégraphe Mourad Merzouki. Donc là, je vous propose de faire une petite introduction sur la partie théorie, parce que ça me paraît important de comprendre ce qu'est l'économie circulaire avant de pouvoir passer vraiment à la pratique, ce qui nous intéresse évidemment le plus ici. Tout d'abord, c'est intéressant de se poser la question de dans quel système économique on est aujourd'hui. Donc, on est dans une économie linéaire où on a une surconsommation de ressources qu'on extrait, transforme, distribue, utilise et puis après qu'on jette. Donc beaucoup de ressources utilisées, beaucoup de déchets créés. Ça, c'est un peu la base sur laquelle se fonde ensuite l'idée de l'économie circulaire. Pour remédier à ce problème de surexploitation des ressources et de surproduction de déchets. Donc l'idée de l'économie circulaire, c'est de refermer la boucle pour passer du linéaire au circulaire. Et pour ça, l'idée, c'est d'optimiser l'utilisation des ressources et de les préserver, de limiter ce qui sort de la boucle. Donc il y aura toujours des déchets résiduels, mais l'idée, c'est quand même que la gestion des déchets permettre ensuite d'être réinjectés et de limiter ce qui entre, donc l'extraction des ressources, et d'être dans un schéma plus vertueux qui implique aussi une nouvelle organisation, parce que là par exemple on voit la collecte qui vient s'insérer dans le schéma qui n'existe pas vraiment dans l'économie linéaire, ou en tout cas de manière marginale.
Je fais juste un petit focus sur la hiérarchie des modes de traitement des déchets où on retrouve les 4 R qui sont aussi dans le nom de l'Augur Lab Scénographie. Donc ça, c'est le code de l'environnement, donc c'est une réglementation. Il y a des lois qui encadrent ça, donc on n'est pas dans quelque chose de... c'est juste pour vous dire, on n'est pas dans quelque chose forcément d'utopique, mais dans quelque chose qui existe concrètement dans la loi aujourd'hui, qui est donc cette hiérarchie des déchets où l'élimination arrive vraiment en toute fin si on n'a pas réussi à faire tout le reste avant. Donc ça nécessite aussi de repenser nos manières de faire et de voir le monde de manière générale, avec l'idée d'abord de prévenir et de réduire nos consommations, réparer pour allonger la durée d'usage, etc. Faire du réemploi et de la réutilisation. Je reviens juste très rapidement sur ces termes parce que des fois, on n'utilise pas les bons termes. Quand on dit on va recycler nos décors, non, l'idée, c'est d'abord de les réemployer. Parce que quand on les réemploie, en fait, on n'est pas encore dans le déchet. Le réemploi, en fait, c'est l'utilisation pour le même usage. Donc, par exemple, des tasseaux de bois, on peut les réutiliser, enfin les réemployer pour une autre scénographie, par exemple. Quand on parle de réutilisation, dans le code de l'environnement, on est déjà passé au statut de déchet. Donc, on vient en fait retransformer de la matière, mais qui a perdu déjà de la valeur. Donc cette distinction, elle est quand même assez importante. Donc quand on réutilise, on repasse par une phase de transformation. Et ensuite, évidemment, il y a le recyclage, la valorisation énergétique et l'élimination. Je reviens juste sur le schéma de l'économie circulaire. Il existe un schéma de l'économie circulaire adapté au secteur culturel qui a été conçu par l'agence Auré en lien avec le comité francilien de l'économie circulaire. Leur guide économie circulaire et culture est disponible en libre accès sur Internet, vous pouvez le chercher. Et donc, il et elle ont créé cette roue qui est adaptée au secteur culturel. Et donc là, on retrouve des choses qui sont vraiment spécifiques à notre secteur, notamment l'idée d'avoir une programmation engagée qui peut faire partie de ce cercle vertueux. Et ici, on voit les différentes stratégies qui sont liées à l'économie circulaire, où il y a notamment l'écologie culturelle et territoriale qui vise à travailler en coopération avec les acteurs culturels locaux, l'économie de la fonctionnalité qui privilégie l'usage, les services plutôt que l'achat et la consommation, l'allongement de la durée d'usage, la sensibilisation des publics qui est quand même aussi un point important, la valorisation et le recyclage, les achats durables et enfin l'éco-conception. Je vais juste faire un petit focus sur cette partie éco-conception. Donc ça, c'est un schéma qui est une adaptation d'un schéma de l'ADEME et plus généralement de la route Brézé et Van Hamel, qui est c'est la route de l'éco-conception. C'est un outil qui est bien connu parce qu'il répond aussi à une norme d'éco-conception dans le secteur industriel. Et nous, ce qu'on propose à l'Augur Lab Scénographie et ce que proposent d'autres personnes qui s'intéressent à ce sujet d'économie circulaire dans la culture, c'est de l'adapter à notre secteur. Et donc, nous, on a essayé d'adapter l'outil pour les scénographies en éco-conception. Et donc là, en fait, on voit au milieu ce que je vous ai montré avant, c'est-à-dire les différentes étapes de l'économie circulaire. Et ce que vous voyez dans le cercle extérieur, c'est plutôt les stratégies qui peuvent être mises en place pour répondre à ces différents axes, notamment la conception, d'essayer de prendre le temps de concevoir ensemble. Je ne vais peut-être pas rentrer sur tous les axes parce qu'on peut y passer 1 heure rien que là-dessus, mais en tout cas, ça vous donne une idée des méthodologies et des outils qui existent pour s'approprier ces questions-là. Et déjà, avec la route de l'éco-conception, on passe déjà de la théorie à la pratique parce qu'on vient y accoler des stratégies assez spécifiques.
Merci beaucoup, Caroline, pour cet éclairage très complet. Et du coup, je me tourne vers la troisième Caroline de cette table ronde pour lui demander, voilà, toi, quand tu es arrivée chez Paris 2024 il y a 4 ans, que tu as commencé ton rôle, que tu as été appelée pour être responsable de l'économie circulaire chez Paris 2024, donc un projet sur lequel il y a une 50aine de sites, des sites de compétition, de non-compétition. Il y a aussi du spectacle vivant puisqu'il y a des cérémonies. Et comment tu as commencé et comment tu as réussi finalement à transformer tout ce concept dont on vient de parler en pratique? Quelle a été ta première étape? Merci Caroline, mais ça me parle beaucoup, comme 3 personnes sur 4 dans cette table ronde. Je m'appelle aussi Caroline. Je travaille chez Paris 2024. Moi, j'ai un profil 100% économie circulaire. Ça fait une quinzaine d'années que je travaille sur ce sujet. D'ailleurs, précédemment, j'étais chez Auré, qui est l'éditeur de la roue que tu as montré tout à l'heure. Et je suis aussi intimement persuadée que nos objets ont de la valeur, que nos équipements ont de la valeur et que, quelque part, l'idée, c'est de les conserver un maximum. Retour en arrière, j'arrive chez Paris 2024, il y a plus de 4 ans, dans le plus grand événement du monde, dont la vocation est de réunir le monde à l'été 2024 pour leur procurer des émotions sportives. Le couloir de nage pour parler économie circulaire, il est un petit peu limité. Je pense que ça vous évoque tous quelque chose. L'ADN de nos organisations, c'est de faire de l'événement. Il faut être en temps et en heure. Et vous pouvez faire ce que vous voulez tant que ça ne vient pas perturber et mettre un petit grain de sable dans la machine pour pouvoir livrer l'événement à la date. J'arrive aussi en tant que première responsable économie circulaire du comité d'organisation des Jeux. C'est la première fois de l'histoire des Jeux Olympiques que on a cette idée d'économie circulaire et qu'on a un poste qui est dédié à l'économie circulaire. Donc, je n'avais pas de feuille de route. Je ne savais pas foncièrement où aller. J'avais une obsession à mon arrivée, c'était de me dire comment je traduis tout ce que vient de nous dire Caroline dans quelque chose de sensible et de compréhensible pour mes collègues. Comment je leur parle d'économie circulaire? C'est quoi l'économie circulaire pour des gens qui doivent livrer et opérer la plus grande cantine du monde, le plus gros show du monde, qui doit faire la retransmission télé pour des milliards de personnes? Comment je leur parle d'économie circulaire avec une spécificité que vous avez tous, c'est cette aversion au risque. Voilà, vous faites ce que vous voulez, mais il ne faut absolument pas que ça vienne mettre en péril la livraison de nos activités. Et nous, fois le plus gros événement du monde. Mon point de départ, ça a été de me dire, il faut que je rende ça matériel, il faut que je leur parle de trucs. Et donc j'ai fait le tour de toutes nos activités, puisque en fait un événement, c'est rien que la recréation d'une petite société. Vous tirez des câbles, vous faites venir de l'énergie, vous faites venir de l'eau, il faut donner à manger, il faut loger des gens, etc., etc. Donc j'ai fait le tour de tous mes collègues en leur demandant, toi, pour faire ton job en 2024, tu as besoin de quoi comme truc? Et in fine, ça a donné, alors ce truc-là, on en a fait des caisses, on a dit c'est une super méthode, c'est l'empreinte matière, c'est une nouvelle méthodologie. C'est un tableur Excel qui liste la somme de tous les équipements dont on a besoin pour livrer un événement. Sauf qu'encore une fois, à notre échelle, ça fait beaucoup, beaucoup de lignes. Donc, ce qui était intéressant, c'est qu'on a dupliqué ça et on l'a traduit en poids. Je vous passe les détails, ça fait 6 millions de produits et d'équipements, ça fait l'équivalent de 10 tours Eiffel de produits qui sont mobilisés. Ce point de départ-là, il est super important parce que ça a rendu objectif l'économie circulaire et que j'ai pu aller voir ma direction, Tony Estanguet, les opérations en leur disant en fait, c'est pas un sujet d'environnement, mais je crois que j'ai découvert un truc. Autant on est ultra timé pour faire le montage, livrer en temps et en heure le Grand Palais, la Tour Eiffel, la cérémonie d'ouverture, autant j'ai pas trop vu de travaux sur le démontage pour qu'on rende nos sites et qu'on puisse sortir 10 tours Eiffel de produits qu'on a amenés. Et ce shift-là, ça a été le passage d'un sujet où on disait comment on ne crée pas de déchets à comment est-ce qu'on rend nos sites en temps et en heure, dans des chantiers qui sont propres, dans des chantiers qui ne sont pas faits dans la Bérésina, qui ne créent pas d'accidents et qui réduisent le risque de retard dans le rendu. Parce que quand vous louez une journée de plus le Stade de France ou le Grand Palais, je peux vous dire que ça vaut coup de bonbon. Et donc on a réussi à objectiver le challenge colossal qui était le défi de la seconde vie de nos produits et donc du bouclage de la boucle en termes d'équipement, et de faire émerger un risque en termes d'opération pour nos directions qui faisait qu'elles devaient prendre en compte ce sujet d'économie circulaire dans le périmètre de leurs opérations. Donc,
pour moi, ça a été très important parce qu'on a réussi à parler. Et donc, pendant longtemps, j'étais pour la direction, j'étais Madame Tour-Montparnasse ou 130 000 tonnes de ressources. Je n'avais pas de prénom. Mais ça avait rendu concret ce truc-là pour eux. Et le corollaire de ça, c'est que ça nous a permis, en termes d'achat, donc il faut se remettre, il y a 4 ans, on était en train de designer en disant de quoi on a besoin, comment on rédige nos marchés, qui est-ce qu'on va chercher comme prestataire. On a dessiné du coup tous nos achats, toutes nos acquisitions, pour ne pas acheter d'abord, on se dit on va pas faire de l'achat, on va faire de la location, essayer de ne pas être propriétaire et de limiter le volume de trucs qu'on allait avoir à gérer à la fin, mais surtout d'intégrer au burin, à chaque fois qu'on avait une demande, qu'est-ce que tu vas faire de ton truc après. Et donc ça nous a permis de vraiment mettre dans le périmètre des opérations. Donc sortir, on n'était plus un critère environnement. Ce n'était pas le critère économie circulaire qui demande si on fait bien du réemploi, si on fait bien du recyclage, etc. C'était non, je cherche quelqu'un qui va me donner tant de générateurs électriques et qui va les reprendre à la fin. Donc tout ça, c'est quelque chose qui a plutôt bien fonctionné, puisque avant même le début des jeux, 90% des produits et des équipements dont on avait besoin nous étaient livrés avec une solution de reprise par le prestataire. Donc on avait complètement shifté dans ce que tu mettais tout à l'heure dans ta roue sur ce qu'on appelle de l'économie de la fonctionnalité, c'est quel est notre besoin, quel est notre usage, est-ce qu'on peut ne pas acheter. Et donc 90% des trucs dont on avait besoin venaient sans la propriété et sans la gestion à la fin. Et ça, c'est fondamental parce que je ne sais pas si tu as mis la seule petite photo que j'avais prévu de projeter, parce qu'aujourd'hui, ma vie, c'est ça. Donc ma dernière semaine, c'est d'être en entrepôt pour tirer des palettes, pousser des palettes, filmer des palettes et faire partir des palettes. Et les 10% restants de trucs qu'on a dû acquérir, qu'on a dû acheter, c'est une somme folle de temps et d'énergie que vous passez à la fin. Donc peut-être, je boucle un peu sur ce que on dira à la fin, mais un de mes premiers conseils, c'est d'anticiper, de fédérer avec un chiffre fort, de noyauter tous les achats, les acquisitions, la rédaction de vos cahiers des charges et les opérations. Vous n'êtes pas un critère environnement, vous êtes un critère d'opération et de réussite des opérations. Et tout ça va vous permettre de vous faciliter la vie à la fin, parce que c'est quand même vachement de trucs qui restent. Rien que le 10%, je pense que vous l'avez tous vécu. Quand vous faites... voilà, il y a beaucoup de monde pour organiser la fête en amont, vachement moins de monde pour ranger la chambre maintenant. Et quand vous faites le plus grand déménagement du monde, voilà, c'est beaucoup de produits et d'équipements très diverses dont vous devez assurer la seconde vie. Et le fait d'avoir anticipé le devenir vous permet de vous concentrer, vous, et de sauvegarder vos forces pour la suite. Merci Caroline pour le partage de la méthode qui effectivement est une méthode qui a été appliquée pour un très grand événement mais qui est probablement réplicable pour beaucoup. Et du coup, je me tourne vers Laurie. À l'Opéra de Lille, comment vous avez fait? Est-ce que c'est aussi un tableau Excel? Comment vous avez approché la problématique et quelle forme ça a pris en termes de méthode? De quelle méthode et de quelles ressources aussi tu as pu t'inspirer pour débroussailler le sujet? Merci. Bonjour à tous déjà. Moi, je suis Laurie, je suis en charge de la RSE à l'Opéra de Lille. Je suis arrivée il y a à peu près 2 ans, donc je suis à temps plein. C'était une création de poste qui a été votée par notre CA. Juste pour un petit contexte, l'Opéra de Lille, on est une centaine d'équivalents temps plein, seul opéra en région. On n'a pas de force artistique. Et on a 3 services, la direction administrative financière, la direction technique et de production et le secrétariat général. Voilà, c'était juste pour vous remettre un peu de contexte, parce que c'est vrai qu'on est une échelle un peu particulière. On n'est pas comme Lyon ou Paris, dans le sens où on n'est pas 400 et on n'a pas de force artistique, mais en termes de territoire, on a un rayonnement qui est assez large depuis les grandes régions. Hauts-de-France, il y a le Nord, Pas-de-Calais, Picardie. Picardie qui est plus proche de Paris que de Lille finalement. En termes d'économie circulaire et circularité, en fait, c'est assez simple, un petit peu comme ce que vous avez dit toutes les 3. On est parti du besoin, en fait. Du besoin et par aussi un diagnostic. J'insiste sur cette notion d'état des lieux. En fait, faut y aller par étapes. La première étape, c'est déjà de vous rendre compte de ce que vous faites, parce qu'il y a aussi déjà beaucoup de choses que vous faites déjà, ça c'est sûr. Et donc nous, on s'est dit, OK, comment on peut aller plus loin? Bon, d'abord, on fait un état des lieux. Donc on a instauré un tableur Excel pour faire, en fait, pour étudier notre taux de réemploi. Donc pour ça, on s'est inspiré d'un guide que je vous recommande qui s'appelle le Seattle Green Book. C'est vraiment une ressource fabuleuse en termes de production, mais ils ont aussi deux autres books qui sont sur les opérations et sur la gestion du bâtiment, très intéressant aussi. Et Seattle Green Book a aussi toute une boîte à outils dont je me suis inspirée pour faire cette analyse du taux de réemploi de nos productions.
Donc on a travaillé par production, pas par saison. Les productions d'opéra sont toujours assez particulières, donc c'était un peu plus pertinent pour nous de faire ça comme ça. Et pour savoir en amont, donc quel sera notre taux de réemploi, qu'est-ce qu'on va réutiliser ou réemployer, et en aval, qu'est-ce qui va être réutilisé ou réemployé. Ça nous a beaucoup aidé sur les actions à mettre en place, dans le sens où on s'est rendu compte que en fin de vie, on parle beaucoup, nous, de cycle de vie de la production, dans le sens où, un peu comme dans nos façons de travailler, dans tous les métiers, que ce soit technique ou de production, on travaille en cycle de vie. Il y a des étapes du choix des metteurs en scène, de la maîtrise d'œuvres artistiques, jusqu'à la fin de vie de la production, le stockage, des choses assez techniques, mais qui finalement sont très importantes. Et donc, on s'est rendu compte que, en termes de fin de vie, on n'avait pas trop de soucis, dans le sens où soit on stocke, soit on donne. Les dons à l'Opéra de Lille, c'est quelque chose qui a été mis en place depuis une bonne dizaine d'années. Donc, en fait, on a un entrepôt à Ronc, qui est à 20 km de l'Opéra, pour les accessoires et les costumes. Et les décors, c'est plutôt vers Dunkerque, sur la côte d'Opale, un endroit où on stocke des conteneurs qui nous appartiennent. Les décors vont en conteneurs. On essaie de les optimiser le plus possible parce que, je vous cache rien, forcément c'est un coût, le stockage. Voilà, c'est du coup notre lieu de stockage à Ronc pour les accessoires et les costumes. Donc en général, il y a la production, on fait notre production, on démonte, on stocke. Il faut savoir aussi, dans l'opéra, on a une obligation de garder 5 ans les décors. Les décors d'opéra sont une œuvre, c'est signé, c'est un peu différent de l'événementiel forcément, mais on doit les garder 5 ans, donc très bien, on les garde. Mais qu'est-ce qui se passe au bout de ces 5 ans ? Donc au bout de ces 5 ans, ce qu'on fait avec les régisseurs généraux, avec le directeur technique production, c'est qu'ils se posent, ils se disent, est-ce qu'on va le rejouer ? Est-ce qu'il va être joué par un autre opéra ? Est-ce qu'on va faire une coproduction ? Ou est-ce qu'on n'en a plus besoin ? Soit parce que les matériaux se dégradent, parce que les conditions de stockage, forcément, ça reste jamais idéal. On a des fois des matériaux très fragiles. C'est pas quelque chose qui peut durer 150 ans. Et si ça va être rejoué, tant mieux, on le garde encore une fois. On a un très bon exemple, là on joue le Barbier de Séville en mars, c'est une production à nous qui date d'il y a 10 ans. Donc on va la réhabiliter, c'est encore une fois une très bonne opportunité dans ce contexte malheureusement financier de faire revivre nos œuvres, de les réhabiliter, mais aussi de réduire les coûts tout en proposant des super productions à nos publics. Et donc si on n'en a plus besoin, on organise des dons. Donc ça, on fait ça avec la chef accessoiriste, la chef costumière et les régisseurs généraux pour les décors. Si on n'en a plus besoin, et en général, je peux vous dire que ça part. Voilà, c'est vraiment si nous, on n'en a plus besoin, qu'on fait ce genre de don. On ouvre ça, ce qui fait que voilà, on jette très très peu. Donc ça, c'était pour cette façon de faire. Autant vous dire que tout ça, j'avais pas besoin d'être là pour que les équipes le fassent. Vraiment, hein, c'est vraiment des choses qui sont faites depuis très longtemps. Ça demande du temps, mais ils en gagnent beaucoup après pour les prochaines productions, dans le sens où, comme ils suivent les stocks, comme ils suivent le répertoire, ils savent très bien ce qu'il y a. Et quand une nouvelle équipe de maîtrise d'œuvre artistique arrive, ils savent très bien leur dire « Ah, mais ça, on a déjà. » Donc, il n'y a pas de souci et ça va très vite. Cela dit, on s'est rendu compte qu'avec cette étude, on achetait encore beaucoup et on construisait encore beaucoup. Alors, je dis beaucoup, c'est relatif. Il y a des productions, comme le Barbier de Séville, on ne va rien construire. Il y en a d'autres où on a construit 30% à peu près, donc ça reste assez correct. Cela dit, c'est ce diagnostic, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, qui nous a permis de développer de nouvelles actions. Et on s'est rendu compte, suite à cela, qu'il fallait qu'on travaille avec la maîtrise d'œuvre artistique, les scénographes, les producteurs, les metteurs en scène, la direction musicale, parce que nous, en tant que maison d'opéra, on peut être super engagés. Ceux qui vont décider après, voilà, c'est le metteur en scène, c'est le scénographe. Et donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on travaille pas que sur une sensibilisation, mais un engagement de leur part. Et donc, on a rédigé une charte à destination des scénographes, des producteurs et des metteurs en scène, attachée au contrat et qui vaut pour acceptation une fois qu'ils ont signé le contrat avec nous. Donc, s'ils veulent travailler à l'Opéra de Lille, ils acceptent cette charte. Et cette charte parle de tout le cycle de vie, encore une fois, de la production, inspiré encore du Theater Green Book, qui rajoute des étapes, et aussi de leur présence dans nos locaux, sur leurs usages, l'usage du bâtiment, leur mobilité, etc. Voilà, c'est un petit peu pour la partie production. Merci pour ça. Et du coup, tu as cité comme ressource le Theater Green Book.
Il y a beaucoup de ressources finalement qui existent sur le sujet. Et à l'Augure Lab, c'est ce que le scénographe, 4R de l'économie circulaire, vous êtes en train de mettre en place. À quoi sert ce lab? Qu'est-ce qu'il apporte comme ressources et pourquoi vous l'avez développé? Ouais, les 4R. Les 4R, on les retrouve ici. Donc nous, on a essayé d'adapter les 4R dont je vous parlais tout à l'heure, réparer, réemployer, réutiliser, recycler. On en a fait un peu une charte en fait, d'engagement pour nos membres qui définit à la fois c'est un peu nos valeurs, nos objectifs, nos constats. Donc déjà, réduire notre impact environnemental. En gros, tous les membres du lab sont d'accord pour dire qu'aujourd'hui, il y a une urgence écologique. Repenser nos métiers, parce que c'est l'idée de se dire qu'on a aussi un pouvoir d'action à l'échelle professionnelle. Rassembler nos énergies, là, c'est dans l'idée que l'intelligence collective peut permettre de faire cette transition et réveiller nos imaginaires, parce que on est toutes et tous convaincus que la culture a un rôle à jouer dans tout ça. Donc ça, c'est un peu nos 4 principes de base. Maintenant, qui on est? Donc nous, on est un réseau professionnel collaboratif et prospectif pour penser l'écoscénographie dans le secteur culturel. Donc on a à peu près 80 membres. On a à la fois des personnes qui adhèrent à titre individuel, donc ça va être beaucoup des indépendants et indépendantes, notamment des scénographes, des consultants, des étudiants, etc. Et des structures. Donc dans les structures, on a des établissements publics, on a des musées, des théâtres, et des agences de scénographie, des entreprises. Donc l'idée, nous, c'est de réunir tous les métiers de la chaîne de création et de production de la scénographie, et de se dire que la scénographie, c'est pas que l'affaire des scénographes. J'en reviens à la roue de l'éco-conception, parce que le principe qui drive un peu notre lab, c'est de se dire qu'on essaie de regarder la scénographie d'un point de vue systémique, et donc d'essayer de réunir différents métiers pour que tous les gens de la chaîne, de tout le cycle de vie d'un projet scénographique, se parlent et se retrouvent autour de la table pour trouver des solutions ensemble. Donc on en revient à l'étape concevoir ensemble de la roue de l'éco-conception. Donc nous, on est aussi pluridisciplinaire, parce que l'idée, c'est de réunir les arts visuels et les arts vivants, parce qu'on se rend compte que c'est 2 disciplines qui se parlent assez peu, et finalement qui ne sont pas forcément aux mêmes endroits d'avancer sur le sujet, et qu'elles ont à s'apporter mutuellement. On est un réseau national, voire transnational, parce qu'on a aussi des adhérents en Belgique et en Suisse. Donc concrètement, pour répondre à la question des ressources, nous, en fait, notre travail, c'est de donc réunir les membres du lab, ce réseau, et de se réunir en groupe de recherche-action. Pourquoi recherche-action? Parce qu'on n'est pas chercheur, donc on fait de la recherche, mais le but, c'est de faire en sorte que cette recherche nous mette en action, et soit un levier pour changer nos pratiques. Et au-delà du lab, de diffuser derrière toute cette recherche-action sur la plateforme qu'on a créée, qui est l'Ecotech. Donc sur ce travail de recherche-action, les sujets qu'on traite, on les définit collectivement. En fait, on va choisir des sujets qu'on identifie aujourd'hui comme des freins au changement des pratiques. Donc ces sujets, ils peuvent être assez divers. Il y a les questions des responsabilités juridiques liées au réemploi, la question de l'inifugation des décors, les droits d'auteur, le conditionnement des œuvres d'art, les marchés publics, la construction des châssis, et de manière plus générale les techniques d'assemblage, etc., etc. Peut-être qu'on va l'année prochaine traiter la question des espaces de stockage, du transport. Enfin, en fait, ça vient toucher à quand même tout un tas de sujets qui n'ont pas trait forcément que à la scénographie pure et dure, mais aussi à des questions administratives,
logistique, etc. D'où l'intérêt d'avoir quand même aussi plusieurs métiers autour de la table. Donc, les sujets que je vous ai mis là, c'est des sujets qu'on a déjà traités et dont les livrables sont disponibles en open source sur notre plateforme. Donc, nous, l'idée, c'est que tous ces sujets de recherche-action, on se réunit à peu près une fois par mois, 2 heures, pendant, selon les sujets, de 3 mois jusqu'à 1 an, pour essayer de traiter ce sujet-là. Comment on les traite ? Déjà, on définit une problématique. Ensuite, on cherche, on fait un état des lieux pour trouver les ressources qui existent déjà sur ce sujet. Parce que l'idée, c'est pas de réinventer la poudre, mais plutôt de se dire qu'il y a déjà des gens qui font plein de choses et que déjà, il faudrait mettre tout ce savoir au même endroit pour en faire un état des lieux. Et ensuite, d'approfondir là où il nous semble y avoir des lacunes. Et ensuite, d'en faire ce qu'on appelle un livrable, c'est-à-dire un ou plusieurs documents qui puissent être partagés largement avec tout le secteur pour que ça puisse servir évidemment au-delà de notre réseau. Donc, si je vous donne quelques exemples, par exemple sur le sujet des marchés publics, on a créé un closier environnemental qui est un DocWord et un tableau Excel. On en revient toujours à des outils quand même assez accessibles, avec l'idée de ce closier environnemental. En fait, il reprend le cycle de vie d'un projet, donc cette roue de l'éco-conception, et vient amener des exemples de clauses qu'on peut juste venir copier-coller dans ces marchés selon tous ces axes du cycle de vie, avec à chaque fois des indicateurs qui sont joints. Sur le sujet de l'inifugation, on a édité un guide de l'inifugation. Et aujourd'hui, on travaille aussi avec une entreprise et en collaboration avec la Comédie Française pour aider à la mise sur le marché d'un inifuge non toxique, biosourcé et recyclable. Donc on fait une étude en ce moment qu'on a lancée hier, donc c'est quand même tout récent, parce que en fait la Comédie Française a fait certifier au CSTB cet inifuge qui a été donc apposé sur son dernier décor et qui vient de recevoir la certification M1. Donc en fait ça c'est le résultat de nos travaux de recherche, parce qu'on a identifié ce produit qui n'avait pas vocation à être un inifuge, mais on s'est dit, mais tiens, en fait, c'est un liquide qui se transforme en pierre une fois qu'il sèche. La pierre, on sait que c'est un combustible par essence, donc par ses propriétés mêmes. Donc ça se trouve, si on badigeonne sur un panneau de bois, en fait, ça se trouve, ça marche. Il se trouve que ça marche. Donc aujourd'hui, c'est pas un produit qui est industrialisé, mais grâce à nos travaux de recherche, nos discussions avec l'entreprise, notre collaboration avec la Comédie Française, qui a pris le temps de faire ses expérimentations sur son décor, peut-être qu'on va aboutir à un produit qui va être sur le marché et qui va pouvoir servir à tout le monde à prix équivalent, ce à quoi s'est engagée l'entreprise dès le début. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ça peut avoir aussi au-delà de ressources qui sont en ligne, ça peut aussi avoir des exutoires très concrets, et c'est un peu ce qu'on essaie de faire. Je dis un mot quand même sur l'écotech. Donc ça, c'est une plateforme qu'on a mise en ligne en avril, avec l'idée évidemment de partager nos travaux, mais aussi de partager des solutions pratico-pratiques, très concrètes pour toutes les personnes qui ont envie d'avoir une démarche de réduction des impacts environnementaux, et de trouver des solutions. Donc il y a un annuaire qui s'appelle Écosystème qui vise à trouver des acteurs et des actrices sur son territoire avec qui travailler, des prestataires, en fait, des gens qui proposent des services, notamment des acteurs de la mutualisation, de la logistique, du transport, de conseils, de formation, etc. etc. On a un annuaire de projets. Donc là, on essaie de mettre en ligne des projets inspirants qui peuvent, qui ont répondu à un questionnaire sur ce cycle de vie
pour voir très concrètement qu'est-ce que ça peut donner une scénographie éco-conçue et quelles étapes ça peut suivre, un annuaire de matériaux alternatifs aux matériaux pétrosourcés et un annuaire de techniques d'assemblage sans clonivis, et enfin une boîte à outils qui reprend nos travaux de recherche-action et qui vient référencer tout un tas de ressources, notamment le Theater Green Book, je précise, qui est disponible aussi en français, pas que en anglais. Voilà, plein d'autres ressources sur le sujet. Et je m'arrête là. Merci beaucoup. On a fait un bon tour des ressources qui existent. Et on a un petit peu évoqué la question des ressources humaines et du coup du temps nécessaire pour mener à bien ces démarches et donc du coût associé. Et du coup, je me tourne vers toutes les deux et vers Caroline en premier, puisque alors on peut dire que c'est déjà beaucoup en fait d'avoir une personne dédiée à ce sujet dans une organisation, mais quand c'est une organisation qui gère 50 sites différents, finalement cette personne, donc une 50e de personnes par site, c'est assez peu. Quelles sont en fait les stratégies pour essayer de gérer cette grande problématique qu'est l'économie circulaire avec finalement les équipes existantes et peu de ressources humaines additionnelles? Avant de répondre à ta question, je vais remettre une petite couche sur l'écotech. Je l'ai testé, j'ai approuvé. J'avais une problématique très concrète de qu'est-ce que je fais de mes costumes de Marie-Antoinette que vous aviez tout à l'heure. Et donc, je suis allée taper réemploi costume sur l'annuaire. Et j'ai donc trouvé des acteurs qui ont accepté de réemployer mes costumes. Donc, c'est très simple, c'est très pratique. Allez-y. Sur les sujets ressources humaines, ressources argent aussi, parce qu'il faut qu'on en parle. J'ai un peu répondu en introduction en disant que finalement, la première stratégie, c'est de faire basculer votre problème dans le problème de nos amis opérationnels. de les engager et de faire en sorte que ça rentre dans le périmètre de prestation de tous ceux qui vont opérer pour vous, que ce soit de la sécurité à la restauration, en passant par les accréditations et l'hébergement. Ça, c'est une première façon de voir les choses qui fait que vous allez vous démultiplier et de manière assez naturelle permettre d'avoir des yeux, des oreilles et des bras bien au-delà de vos deux simples bras, si vous avez deux bras. Sur la question des ressources financières, si tu veux qu'on en parle maintenant, en temps normal, je vous dirais ça dépend. Mais je vais être un peu plus tranchée ce midi en vous disant que finalement, mon expérience au sein des jeux montre que l'économie circulaire est une démarche gagnant-gagnant d'un point de vue financier. Parce que l'approche et la stratégie qu'on déploie en termes d'économie circulaire, c'est quand même quasiment toujours la même. C'est moins, mieux et pour longtemps. Comment vous faites avec moins de ressources pour moins venir ponctionner des matières premières? Comment vous faites pour utiliser des matériaux qui sont plus sains, plus naturels, plus recyclables? Et comment vous allongez la durée de vie de vos produits en assurant une seconde vie? Quand vous êtes sur le premier levier du moins, on commence à toucher à ce qu'on appelle un peu de sobriété, mais pas que. C'est comment est-ce qu'on va essayer de réduire les besoins, comment on va essayer de n'utiliser que l'existant, comment on passe sur du standard. Nous, techniquement, la moitié de notre impact, il venait de nos infrastructures temporaires. Donc, toutes nos conceptions d'infrastructures temporaires, elles ne sont venues utiliser que des modules qui étaient existants en stock. Donc, ça a demandé aussi à ce que le design de nos archis ne fonctionne. Désolé les gars, le stade, il n'y aura pas d'arrondi, parce que l'arrondi, c'est pas du standard. Donc on va faire des trucs carrés, puis après on va un petit peu camoufler. Donc dès le design, pensée standard, pensée existant, pensée optimisation aussi des besoins, tout ça, c'est ce qu'on appelle des marges de manœuvre financières. Donc je suis très, très ami et très intégré au département des affaires financières, puisque gros relais de réduction, et on en parlait en rigolant, mais typiquement, quand on arrive, vous avez 2 énormes rouleaux de moquettes rouges pour vous signifier que l'entrée, c'est par là. Je pense que potentiellement, vous auriez trouvé l'entrée sans ce rouleau de moquettes rouges. Réfléchir aussi aux besoins et à l'usage peut vous permettre d'éviter ce rouleau de moquettes rouges. Donc, le coût d'achat, puis le coût aussi de reroulement, et puis le coût de traitement des déchets, parce que cette moquette toute mouillée va finir dans une benne et sera incinérée. Donc tout ça, c'est des stratégies aussi qui vous permettent de réduire les coûts, qui vous permettent d'être un petit peu plus sobre. Et j'en avais un autre, mais j'ai oublié, ça va me revenir. Oui, toute la partie mutualisation, tout ça fait que vous pouvez aussi réfléchir pour être... voilà, c'est ça que je voulais vous dire, pour
pallier cette logique très événementielle de ceinture, bretelle, parachute. Je ne sais pas si vous l'avez expérimenté dans vos événements, mais alors, nous, ça a été très contrôlé en termes des achats. Je vous le disais au tour précédent, c'était super. On a fait nos appels d'offres, on a bien listé ce qu'on voulait. On a essayé de challenger un peu nos équipes pour réduire. Ils ont pété un boulon 3 semaines avant l'événement. Ça a été mes commandes d'urgence en disant « Ah mais non, mais il nous faut des plaquettes, il nous faut des cordons, on n'a pas assez de bonnettes de micro. » Une espèce de panique avant l'événement en se disant « On va manquer. » Ça, c'est aussi un levier à activer pour rassurer les opérationnels, pour être au plus juste. Et c'est un exercice qui est ultra compliqué à faire dans l'événementiel. Il y a toujours ce truc de on commande un peu plus parce que quand même on n'est pas trop sûr, qui généralement augmente au fur et à mesure que l'événement se rapproche. Très difficile à travailler parce qu'on a perdu la rationalité. Enfin là, c'est le moment où il n'y a plus d'écoute. Mais ça, nous, ça représente sur, je vous donne un exemple, ce qu'on a appelé le look et la signalétique. Donc vos bâches, vos PLV, vos kakémonos, 30% de nos commandes, elles se sont faites 3 semaines et demie avant les Jeux. Pétage de câble complet. Et ça, c'est très compliqué. Hein. Clairement, nous, on n'a pas réussi à enrayer ça, mais ça fait partie aussi des leviers sur lesquels on peut travailler, d'essayer d'être dans une forme de sérénité, d'essayer de viser au plus juste. Surtout si vous êtes dans des événements récurrents, vous commencez à avoir cette expertise de, en vrai, de quoi j'ai besoin. Donc, tout ce volet-là, c'est ce que moi j'appelle le moins, c'est comment est-ce qu'on essaye de travailler au plus juste, de réduire les commandes, de trouver des leviers financiers. Donc ça, vous êtes normalement, vous avez gagné un petit peu d'argent sur ces démarches-là, que vous pouvez réinvestir dans le deuxième pilier qui est le mieux. Et je te laisserai rebondir parce que je sais que tu as ton avis sur la question, mais toutes les démarches d'éco-conception. Comment on fait de l'éco-scénographie? Comment on fait de l'éco-conception de produits? Comment on fait pour avoir des produits qui sont moins impactants? Et en l'occurrence, sur ma partie, nous, on cherchait aussi beaucoup de produits plus recyclables. On a beaucoup réduit la moquette parce qu'on a dit bon bah franchement la moquette à l'entrée et puis dans les zones logistiques merci mais non merci, c'est pas nécessaire. Et on a essayé de réinvestir dans de la dalle de moquette de réemploi qui permettait d'avoir des produits qui sont mieux. Mais certes, cette dalle de moquette de réemploi, soit elle est à iso-coût, mais en revanche la main d'œuvre pour la poser et la déposer, elle est plus importante. Donc là, vous pouvez avoir un certain nombre de surcoûts. On a essayé de débugger aussi un certain nombre d'avis ou d'idées reçues. Typiquement, je vous parlais du look et de la signalétique. Sur la PLV, sur les kakémonos, sur vos bâches, on a démontré que tous les produits qui étaient mieux conçus, qui avaient des notes environnementales meilleures, ils étaient soit iso-coût, soit moins chers. Mais ça demandait de shifter de pratique, arrêter de faire du PVC tout cracra et d'aller vers des supports alvéolaires. Il reste la question de la partie M1 ignifugée qui est encore un petit peu difficile à traiter pour les filières. Mais d'aller chercher aussi des produits qui vous procurent le même niveau de service à iso-coût. Et on entend toujours « ouais, mais au final, l'éco-conception, c'est plus cher ». Ça se regarde. Parfois, c'est plus cher, notamment en termes de temps passé. Mais parfois, à produit équivalent, service équivalent, on a des coûts moins importants. Donc là, je dirais égalité. Et sur la partie numéro 3, qui est la partie prolongement de la durée de vie des produits, il y a des moments où ça va vous coûter un petit peu plus cher. Parce que ça prend plus de temps de démonter proprement. Si vous avez des contraintes de temps qui sont assez fortes, vous allez être un petit peu plus chronophage en termes de main-d'œuvre. Et donc, du coup, cette dépose propre qui vous permet de faire du réemploi plus tard, elle va vous demander un petit peu plus de ressources, un petit peu plus de bras. Toutefois, vous allez valoriser de la matière. Et donc, cette anticipation dont je parlais au début de comment je fais pour ne pas se dire « Ah bah tiens, ça sera des déchets, je les gérerai à la fin, mais tout ce que je mets en place, c'est des ressources qui ont une valeur. » Et nous, on parle d'actifs chez nous, donc d'un point de vue comptable, de trouver de la valeur pour tous ces éléments-là. C'est ça qui vous permet de basculer dans une logique de revente, dans une logique de valorisation de vos produits et de vos équipements et d'en tirer un profit. Donc, nous, notre expérience démontre que sur cette partie-là, on a généré une activité lucrative de revente sur nos produits et nos équipements. Et donc, pour finir, je pense que tout ça dépend du point de vue et du regard que l'on porte sur nos produits d'une manière générale. Est-ce qu'on le voit comme un achat et un centre de coût, ou est-ce qu'on regarde toute la ligne et qu'on le prend jusqu'au bout en se disant mais cette ligne de coût, ce qu'on appelle la comptabilité globale, nous permet d'avoir un regard où on va regarder l'amont, le pendant et l'après, et de se dire combien de temps j'y passe, combien de ressources j'ai, combien me coûte mon stockage, combien ça me coûterait de racheter du neuf, combien ça me coûte de jeter, etc. etc. Et d'aller chercher aussi ce qu'on appelle les externalités positives au-delà du coût financier et du temps passé.
C'est au final, vous avez des chantiers, je parlais de dépose propre, vous avez des chantiers plus propres, donc des chantiers qui sont moins accidentogènes, donc moins d'accidents. Vous avez des équipes qui peuvent être embarquées par des projets. Moi, j'ai mon équipe logistique qui m'a dit récemment, grâce à ce réemploi, j'ai découvert la meilleure partie de mon travail. Ça m'a offert beaucoup de bonheur. Donc, on a aussi tous ces retours-là qui font qu'au-delà du financier, on a une logique extra-financière. Et je trouve aussi, moi, d'un point de vue très personnel, de lien avec les équipes, où au début, j'étais l'enquiquineuse du département environnement. Et après, on s'intègre aux opérations et on fait des opérations qui sont dingues, avec beaucoup de sens, beaucoup de valeur. Et on arrive à recréer par ce sujet d'économie circulaire de la valeur pour notre direction d'engagement, notre direction alimentation, pour notre direction accessibilité. Parce que toutes les rampes qu'on a déployées, on les a réemployées pour faire des festivals qui sont plus accessibles, etc. etc. Donc, pour conclure, mon expérience montre que financièrement, on était plutôt plus qu'à l'équilibre sur nos démarches d'économie circulaire, et que si en plus de ça, on prend toute la partie extra-financière, on a vraiment été sur une opération gagnant-gagnant où on a créé de la valeur pour nous, pour nos directions en interne, pour nos opérationnels, et aussi au-delà pour l'écosystème de l'économie circulaire. Merci pour cette réponse super complète sur la question du coût. Non, mais c'était très complet. Et du coup, Laurie, sur la question alors, des ressources humaines, cette fois-ci, et du temps, qui sont tes interlocuteurs et interlocutrices dans les équipes? Avec qui tu travailles? Comment vous vous répartissez finalement aussi ce temps passé et cette petite courbe d'expertise où il faut quand même monter en compétences, il faut peut-être changer, trouver des nouvelles façons de faire. Ça prend forcément un petit peu de temps. Donc avec qui tu travailles? Qui sont tes interlocuteurs? Qui pilote quoi au sein des équipes de l'Opéra? Je travaille avec tout le monde. Ça va être une réponse un petit peu bateau, mais c'est absolument vrai dans le sens où je parlais tout à l'heure de cycle de vie, d'étapes. En fait, toutes les personnes au sein de l'Opéra, au sein de vos structures, ont un rôle à jouer tout simplement. Je ne travaille pas plus avec la direction qu'avec l'opérationnel. Je ne travaille pas plus avec l'un qu'avec l'autre. La seule chose qui va varier, c'est nos priorités à nous. Donc nous, j'étais mis en priorité la production et la mobilité des publics. Donc forcément, sur cette saison, en tout cas, on va travailler plus avec les équipes techniques de production et le pôle de relations avec les publics. Comment on répartit les rôles? À l'Opéra Lille, on a une communauté de référents développement durable, donc qui représentent chacun un service. On a la chef accessoiriste qui représente la production, on a le responsable du bâtiment qui représente le bâtiment, les ressources humaines, les achats, etc. Eux font en sorte de me remonter les informations du terrain, parce que moi, je ne suis pas machiniste, je ne suis pas RH, je ne suis pas responsable des achats. Je n'ai pas vocation à l'être. Mais ils me remontent les informations très terrain et très opérationnelles en me disant, là, il y a un problème, là, il faudrait qu'on fasse autrement. Ça marche, on continue. Moi, je m'en inspire. J'insiste là-dessus, ce sera sûrement mon conseil pour après. Je m'appuie de ce qui existe déjà, en fait. C'est vraiment pas compliqué dans le sens où il y a énormément, on est à un moment, je trouve, dans le spectacle et l'événementiel où il y a énormément de ressources. Le Lab des Augures est un très bon exemple. Le Theater Green Book, il y a plein de réseaux professionnels, régionaux, nationaux, européens qui peuvent vous aider, qui ont énormément de choses. Et aussi entre nous, entre structures du secteur, on peut s'échanger des choses, il n'y a aucun souci. Donc c'est comme ça qu'on travaille. Et moi, ensuite, j'accompagne les équipes en disant, tiens, là, il y a peut-être quelque chose à faire. De quoi as-tu besoin? Quelles sont les alternatives? Et on discute, en fait. Vraiment, c'est vraiment, on discute. Jusqu'à ce qu'on trouve des solutions. C'est assez, pour vous donner un exemple assez concret, on a fait une présentation de maquette d'un décor récemment. Le directeur technique m'a dit, tiens, là, il nous faut un sol transparent. Il m'a dit comment on fait, quelles sont les alternatives. Je lui ai dit toi, de ton expérience, quels sont les matériaux? Il m'a dit il y a le polycarbonate et le verre. Il me dit qu'est-ce qui est mieux? Je dis le verre. Voilà. Il me dit ouais, mais ça va poser des questions de sécurité parce que c'est des grosses dalles en verre qui pèsent 25 kilos chacune. On en avait une bonne centaine. Et j'ai dit oui, voilà, maintenant c'est à toi de décider. C'est toujours une question d'équilibre. C'est pas qu'est-ce que tu privilégies, c'est toi qu'est-ce qui sera plus confortable dans le temps que tu as. Dans les coûts imposés, parce que voilà, le polycarbonate, c'est aussi beaucoup moins cher que le verre. Pour le coup, il fait ouais, mais le verre, potentiellement, on pourra le réutiliser plus facilement. Des choses transparentes dans des spectacles lycées, de son expertise à lui, que ça va être réutilisé, ça peut servir à du mobilier, etc. Et après, ça sera à moi, à ma partie de
de voir quels sont les acteurs du territoire qui existent pour transformer ces matières. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on travaille avec tout le monde. C'est la même chose avec la communication, c'est la même chose avec... voilà, si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment juste discuter, en fait, échanger, et surtout comprendre les contraintes. Ça fait aussi partie pas mal de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, c'est entendre les contraintes qui existent. Parce que nous, à notre échelle, dans notre métier, on peut se dire, bah oui, mais voilà, ça, ce serait facile, ça, on pourrait le faire, ça coûte pas cher. Mais chacun a ses contraintes, et je pense que si on part aussi de ces contraintes, on trouvera des solutions beaucoup plus pertinentes que si on essaye de dessiner un idéal. Et voilà, tout est une question d'équilibre, de discussion. Faut parler, il faut s'appuyer de ce qui existe. Et c'est un petit peu comme ça qu'on travaille. Et je dis pas qu'on n'a pas de structure particulière, mais je pense qu'il faut aussi faire preuve d'adaptabilité en fait dans nos métiers. J'apprends rien à personne à ce sujet-là, et c'est comme ça que ça fonctionne finalement. Merci beaucoup pour ce retour. On a entamé peut-être les 10 dernières minutes de la table ronde. Du coup, on est prête, elles sont prêtes à prendre vos questions ou vos remarques, ou à entamer une discussion sur un sujet qui vous tient à cœur et qu'on n'aurait pas abordé. Est-ce que quelqu'un a une question? Ouais. Alors, il faut absolument parler dans le micro puisqu'il y a une captation de son. Bonjour, merci pour cet exposé super intéressant. Moi, j'ai une petite question sur, ça a été mentionné là, sur les droits d'auteur et le réemploi, parce que c'est un sujet que je ne maîtrise pas du tout. Sans doute, c'est écrit dans plein de ressources différentes. Mais si on pouvait juste faire un petit résumé, un petit aparté là-dessus, parce que c'est une question clé dans l'économie circulaire, je pense, dans le métier du spectacle. Merci. Oui. En fait, il faut trouver le juste équilibre entre... le fait qu'il puisse y avoir des sessions qui incluent dans les contrats des scénographes, qui incluent comment on gère la fin de vie en fait, de leur création, et que ces scénographes acceptent que leur décor soit démantelé et que les éléments soient réutilisés dans d'autres productions et d'autres contextes. Mais en face, le statut de scénographe n'est pas complètement reconnu comme artiste en tant que tel, ce qui est aujourd'hui un problème, et l'Union des scénographes prend ce sujet à bras-le-corps, c'est son rôle. Bon, c'est pas le nôtre, parce que nous, on n'est pas un syndicat métier. Mais en tout cas, il faut aussi prendre en compte la rémunération des scénographes et de la réutilisation possible de leur création. Ce qui paraît le plus évident et le plus consensuel peut-être, c'est de se dire, on démantèle et on essaie de pas réutiliser une signature en fait d'un scénographe. On vient remettre de la peinture, on vient transformer en fait pour que, à part si le ou la scénographe, ce soit son engagement personnel de dire moi je suis ok que ma création qui est avec ma patte artistique se retrouve ailleurs, et qui est peut-être un suivi de dire moi je veux bien que ce soit réutilisé ailleurs, mais je veux le savoir et je veux avoir l'info. Ça c'est possible aussi. En tout cas on n'a pas on n'a pas de complètement décortiqué le sujet. On a fait seulement 3 mois de recherche sur le sujet. Ce qu'on a essayé d'amener, en fait, c'est des bases juridiques pour que déjà les scénographes aient conscience de leurs droits et de qu'est-ce que des différentes définitions du droit d'auteur. Qu'est-ce que c'est être auteur seul, qu'est-ce que c'est être auteur en collectif. On voit dans les nouvelles générations d'étudiants et étudiantes scénographes qu'il y a cette envie d'aller vers de la création collective. Qu'est-ce que ça veut dire dans leurs droits. Donc on a essayé de faire déjà un peu de la pédagogie parce qu'on voit que ça manque en fait dans les formations aujourd'hui, et de voir ensuite comment ça se décline dans le cadre du réemploi. Donc ça c'est quelque chose qui est accessible librement sur ce sujet droit d'auteur, et il me semble qu'on a mis aussi comme ressources des modèles de contrat. Voilà. Merci Caroline. Est-ce qu'il y a une autre question? Un autre commentaire, une réaction? Profitez, là, on a beaucoup d'expertise. Bonjour, c'est pas vraiment une question, je voulais juste savoir les noms de bouquins sur lesquels vous appuyez.
Je ne l'ai pas compris tout à l'heure. Oui, c'est les Seattle Green Book. Ouais, voilà. Merci. Ça a été créé par Julie's Bicycle en Angleterre. Une autre question, une autre remarque? Non, tout va bien. Ok. Et ben dans ce cas, peut-être un tout petit mot de conclusion chacune. Si vous aviez un conseil à donner, alors vous avez un peu anticipé, un conseil court à donner pour les personnes qui essayent de mettre en œuvre l'économie circulaire dans leur structure du spectacle vivant, de la culture, de l'événementiel. Un seul, c'est pas beaucoup. Moi, je dirais se former, s'informer. Ce qu'on essaie de faire au sein du lab, c'est de l'auto-formation. C'est-à-dire que c'est que par le partage entre pairs que on peut aussi monter en compétences. Et c'est quelque chose que j'ai entendu juste avant dans la table ronde aussi de Reditech, qui, à l'échelle d'une association de directeurs techniques, permet aussi de monter en compétences par le partage d'expériences entre professionnels. C'est ce que nous, on essaie de faire sur la thématique de la transition écologique. Donc, je ne fais pas de l'autopromotion pour dire qu'il faut absolument rentrer dans le lab ou dans un réseau, mais en tout cas de se former d'une manière ou d'une autre et de s'informer sur ces sujets, c'est déjà une première étape pour y arriver. Et ensuite, il y a l'évaluation, il y a les outils méthodologiques que j'ai présentés au début. Et après, il y a cette idée de mettre en place un plan d'action qui, pour rester dans une démarche positive, nécessite d'avoir certes de l'ambition, mais aussi d'avoir des petites actions facilement atteignables qui soient aussi, qui permettent de donner du courage pour aller plus loin. Et ça, je pense que c'est quand même assez important aussi. Merci. Ça va vous paraître un peu mystique, mais oubliez pas de rendre les gens heureux. Je vous remettais la photo de l'entrepôt et je disais en introduction que je suis quelqu'un qui est persuadé que les objets ont beaucoup de valeur et rien ne me rend plus heureuse que de trouver quelqu'un que ça rend heureux d'avoir de récupérer un objet pour sa deuxième ou sa troisième et sa quatrième vie. Vraiment, moi j'ai constaté que ces démarches d'économie circulaire et en particulier sur le volet réemploi était une équation qui procurait du bonheur à toutes les échelles, que ce soit dans les opérations, chez les bénéficiaires et chez vous, et que d'aller rencontrer tous ces acteurs du réemploi qui viennent récupérer, pour qui ça veut dire beaucoup en termes de programme. On a travaillé, je le disais, avec des costumeries, on a travaillé avec des festivals, on a travaillé avec des acteurs de la culture. C'est aussi des leviers intéressants pour ces acteurs qui sont un peu en difficulté financière. Et ça veut dire beaucoup aussi pour les acteurs bénéficiaires. Donc c'est vraiment du don qui est positif de tous les côtés. Donc moi je suis fondamentalement persuadée que l'économie circulaire, c'est un levier de réenchantement énorme pour nos organisations, et qu'en vous lançant dans cette démarche-là, vous allez créer en interne et en externe beaucoup d'émotions très positives. Moi, c'est assez simple, c'est tester des trucs. En fait, non mais c'est vrai, il faut essayer. Je sais qu'il y a sur des sujets un peu complexes ou nouveaux, ça peut faire peur d'essayer, et on a toujours cette envie de rendre la copie parfaite dès la première fois. Ce sera peut-être pas le cas tout de suite, mais c'est pas grave en fait. Faut essayer, parce que sinon, je pense qu'on n'aura pas. Enfin, ce sera difficile d'en tirer des apprentissages. Et c'est toujours aussi plus confortable de se dire ouais, mais là il y a toujours des risques. Dans tout ce qu'on fait, il y a toujours des risques, et je pense qu'il faut essayer des choses. Il faut tenter, et de toute façon, même si ça marche pas là, ça marchera la fois d'après. Et encore une fois, ce sont des sujets positifs, et il y a toujours des choses à en tirer, même si sur le début ça marche pas. Et prendre ça un peu comme quelque chose, c'est juste une étape. On l'a bien vu, il y a 20 ans, par exemple, sur les questions de sécurité, on s'est dit, oh là là, va falloir encore faire ceci, va falloir encore faire cela, va falloir rajouter des formations. Alors oui, mais finalement, aujourd'hui, c'est ancré, et tout fonctionne. Donc, voilà, faut pas avoir peur d'essayer des choses. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous pour votre écoute attentive. Merci aux Caroline et à Laurie pour le partage de leur expertise. Si vous avez envie d'affronter un second sujet, cet après-midi, il y a une table ronde sur les calculateurs carbone
Donc là, c'est pourquoi faire son empreinte carbone et comment le faire. Voilà, si vous n'en avez pas assez. Et elle sera animée par Franck, qui est mon collègue chez IPAMA, qui est juste derrière. Voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup à toutes et à tous. Au revoir.